quelques minutes. Mais Alors, bonjour à tous. Je vois que les participants se connectent au fil des prochaines minutes. On va encore attendre peut-être quelques instants. Alors, certains n'entendent pas. Dites-moi par messagerie si vous commencez à m'entendre. Ok, super. Allez, on attend encore 1 ou 2 petites minutes et on va démarrer. Très bien. Écoutez, je vous propose de démarrer ce webinaire. Je vais le démarrer en vous en remerciant tous les participants, en remerciant les intervenants, évidemment, à ce séminaire. On a plus de 150 inscrits. Les participants sont principalement arrivés, mais continuent d'arriver. Pour ouvrir ce séminaire, je vais dire quelques mots sur, et bien sûr, sur la présentation et sur notre collaboration. Je tiens avant tout à remercier M. Fouad Doga qui est avec nous aujourd'hui, qui est chargé de mission au sein de la DRARI et qui va notamment présenter ce dispositif France 2030. Donc la DRARI, c'est la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation. Et donc, je le remercie vivement de sa présence parmi nous. Alors, ce séminaire, il a pour but vraiment de présenter ce dispositif en vue de mobiliser les facteurs clés de la compétitivité, tels que la capacité d'innovation, de développement, de croissance sur l'emploi,
le pôle de compétitivité Calitropique, qui rassemble en Outre-mer en général et à La Réunion en particulier des entreprises petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de formation œuvrant dans la bioéconomie tropicale. Les pouvoirs publics nationaux, régionaux, tels que la DRARI, sont étroitement associés à cette dynamique. Notre mission, c'est de soutenir l'innovation en favorisant le développement de projets collaboratifs de recherche et développement, particulièrement innovants, en vue de valoriser et de mettre sur le marché de nouveaux produits, de nouveaux services ou de procédés. La DRARI est un acteur majeur de la R&D et de l'innovation à La Réunion. C'est un partenaire privilégié du pôle, notamment à travers le pilotage du crédit impôt recherche-innovation ou la qualification de jeunes entreprises innovantes. La DRARI, elle développe des actions de valorisation, elle organise des transferts technologiques de la recherche publique vers les entreprises, elle encourage la diffusion de nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises. Elle assure le relais à La Réunion des actions mises en œuvre par l'État dans ce domaine. Alors, c'est naturellement que Calitropique et la DRARI se sont associés afin de vous proposer ce webinaire relatif au dispositif France 2030 pour vous présenter l'essentiel du dispositif, ses mécanismes et sa complémentarité avec d'autres dispositifs existants. Pour ma part, en tant que président de Calitropique, je suis particulièrement fier et ravi de vous faire part de la synergie renforcée entre nos organismes afin de mieux vous accompagner dans la structuration et le financement de vos projets de R&D et d'innovation. On parle de quoi? De veille spécifique sur les appels à manifestation d'intérêt, sur les appels à projets, ou encore, et on l'entendra, à l'aide à l'ingénierie de projet. Voilà mes quelques mots. Je laisse la parole à Monsieur Fouad Doga, qui est donc chargé de mission au sein de la DRARI, et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Fouad, la parole est à vous. Il faut brancher le micro. Lorsque vous mettez la là, ça ne va pas marcher. Ici. Là, tout le monde voit ou on voit que moi? On voit. On voit que lui. D'accord, donc il faut qu'on partage. Je vous prie de m'excuser. Hein. Est-ce que c'est pas là? Attends, on va y arriver. Je jette un œil sur l'écran d'à côté, ça me permet de. Attends, j'ai vu qu'il moulinait. Voilà. C'est bon, on voit l'écran. Parfait. Formidable. Parfait. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Ce webinaire porte sur le dispositif France 2030. Alors, France 2030, le nom d'un pays, le nôtre, est une échéance qui est maintenant dans les 7 prochaines années. Et nous allons, plus que faire une présentation exhaustive, comprendre l'historique, les mécanismes et voir dans quelle mesure on peut être éligible à ce dispositif. Alors, très rapidement, cette intervention, elle a 4 objectifs. Vous présenter de manière claire donc l'essentiel du dispositif, vous présenter des leviers qui peuvent favoriser le degré d'éligibilité de vos éventuelles réponses à des appels à manifestation d'intérêt et appels à projets. Rassurez-vous, on va vous expliquer ce que c'est que les fameux AMI et APP pour ceux qui ne le connaissent pas. Et en même temps, par la suite, on va vous amener à aborder quelques enjeux dans vos filières respectives afin de susciter votre curiosité, puisque dans le domaine de l'innovation, ce qui est très important, c'est l'ouverture d'esprit pour aller de l'avant. Enfin, on va vous présenter, comme l'a précisé Monsieur le Président, on va vous présenter le nouveau dispositif et la nouvelle synergie mise en place entre la DRARI et Calitropique au profit des adhérents de Calitropique. C'est important pour une structure comme la DRARI qui est chargée d'animer l'écosystème de l'innovation sur ce territoire,
de faire que les structures soient utilisées et soient reconnues, et en même temps que les personnes qui utilisent ces structures et qui les reconnaissent adhèrent à ces structures pour les faire vivre, puisque c'est un élément très, très important. Alors, je vous prie de m'excuser, faire un peu ouvrir des portes ouvertes, mais il est important de recontextualiser ce dont il est question. Et donc, en guise d'introduction, je souhaite faire un petit retour dans le passé local, sans faire offense à la connaissance que vous avez tous de l'histoire à La Réunion. Et on commence par une personnalité du territoire qui on n'a même plus besoin de donner son nom, puisque rien qu'à la photo, on a le prénom et le nom. Le procédé de fécondation manuelle de la vanille était à son époque une innovation, et c'est bien de le rappeler. Je vais vous préciser, peut-être que les gens n'ont pas l'échéance et la chronologie. C'est une innovation essentiellement parce qu'elle a été inventée plus de 300 ans après l'importation de la vanille par les Européens depuis le Mexique, et pendant 300 ans, on a cherché à voir comment la vanille pouvait se féconder à l'extérieur de la région où elle était cultivée à son origine. Et pour la petite histoire, il y avait une petite abeille qui, elle seule, était capable de rentrer et de féconder la plante, et cette abeille était endémique. Et donc, M. Albus a réussi à féconder de manière manuelle les plants de vanille, et cela a permis à faire que La Réunion est devenue donc un des principaux producteurs mondiaux à cette époque. Ce que la petite histoire ne retient pas, c'est que deux autres personnalités ont aussi mis en place de l'innovation, toujours à La Réunion. Donc, c'est Ernest Loupy et David de Floris. Alors, David de Floris, c'est celui qui a installé la vanille ici, alors bien sûr sur ordre du roi. Mais eux, ils ont perfectionné un procédé de préparation et de conservation de la vanille tout en préservant son arôme. Et bien ça aussi, c'est une innovation, et ça a permis, comme je le disais auparavant, de placer La Réunion comme principal producteur, ça fait rêver, de 100 tonnes donc de vanille à la fin du siècle, c'est-à-dire même pas 50 ans après. Donc nous sommes sur cette thématique, nous sommes sur ce dispositif-là, nous ne sommes pas sur de la réflexion et de la mobilisation d'ingénierie et de personnes avec de très très hautes qualifications. On en a besoin, on va y venir tout à l'heure, mais nous sommes vraiment dans cette échelle d'action. Comme quoi, en France en général et en Réunion en particulier, souvenons-nous de ce slogan, nous n'avons pas de pétrole, mais on a des idées. Et c'est sur ce thème-là que je souhaite centrer notre action. France 2030, c'est à la fois une continuité et une augmentation. La continuité, ça va vous rassurer, et l'augmentation, ça va vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que France 2030, c'est la continuité des programmes d'investissement d'avenir. Les programmes d'investissement d'avenir ont été initiés en 2009. Alors, pour la petite histoire, c'était deux anciens premiers ministres, messieurs Rocard et Juppé, qui ont reçu comme lettre de mission de plancher pour ne plus avoir à subir les crises successives et voir dans quelle mesure nous pourrions les anticiper. Et il a été mis l'idée de planifier des investissements pour l'avenir. Et donc, les PIA successifs, puisque nous sommes actuellement dans le PIA 4, ont toujours le même objectif. Là, nous sommes sur réellement un objectif qui est similaire depuis 2009, c'est le renforcement de nos capacités d'innovation. Je ne dis pas le renforcement de l'innovation, la création de l'innovation, c'est réellement le renforcement de nos capacités d'innovation. Et bien sûr, il y a toujours une finalité. La finalité, elle est d'assurer la compétitivité de notre économie par la montée en gamme des biens et services produits. Je vous demande de retenir la notion de montée en gamme. C'est essentiel. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de la vanille, nous ne sommes pas le principal producteur mondial, mais avec les derniers choix stratégiques qui ont été opérés, notamment le processus d'installation d'une IGP, nous sommes montés en gamme face à la concurrence, nous sommes en mesure de nous démarquer, de faire une vanille de qualité, et l'innovation contribue à cette montée en gamme, contribue à ce rapport qualitatif qui permet d'assurer, encore une fois, la compétitivité. Donc, le 4e programme d'investissement d'avenir, il a été lancé en 2021, donc avec
des objectifs affichés, la compétitivité des entreprises, la transition écologique, donc un tiers des financements, la résilience et la souveraineté de nos modèles d'organisation socio-économique. Souvenons-nous, c'était le fameux plan de relance. On a bénéficié de plusieurs mesures du plan de relance et à l'époque, il a été décidé d'investir pour maintenir et préserver nos modèles d'organisation socio-économique et bien entendu, un des premiers et des principaux modèles d'organisation socio-économique sont les entreprises. Alors, Fouad, votre micro, il est coupé. Il faut reconnecter le micro, je pense. Je Voilà, reviens, super. je reviens. C'est peut-être la fenêtre, je vous prie de m'excuser. Donc, la période du PIA 4 2021-2025, 20 milliards. Il s'agit de poursuivre l'investissement dans l'innovation. Donc, PIA 4, ça veut dire qu'il y en a eu 3 autres auparavant. Et ça, c'était la continuité du programme d'investissement d'avenir du PIA. France 2030, c'est le PIA 4, mais pas que, parce qu'il y a l'autre partie qui est une augmentation et que nous allons voir tout de suite. L'émergence de France 2030, c'est aussi une augmentation. Et là, je suis dans la doctrine de l'État. Je vous prie de m'excuser, c'est la partie la moins sexy de ce que je vais vous donner, puisque ce sont des décisions qui ont été prises, mais je me dois d'être pédagogique. 10 objectifs ont été arrêtés et 34 milliards supplémentaires ont été ajoutés. Donc France 2030, c'est 54 milliards. Nous allons voir les objectifs ensemble. 3 parties, mieux produire, faire émerger en France des réacteurs nucléaires de petite taille d'ici à 2035, devenir leader de l'hydrogène vert en 2030. L'hydrogène vert, c'est à ne pas confondre avec l'hydrogène nucléaire. Donc, il est vraiment question de mettre en place des filières de production d'hydrogène de manière, comment on va dire ça, durable. Décarboner notre industrie, produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides, produire en France d'ici 2030 le premier avion bas carbone. Vous l'aurez noté dans la première partie, mieux produire, il n'est pas question de mieux produire dans le domaine de l'agronomie ou de l'agriculture. On est sur des schémas et des priorités qui sont autres. En revanche, dans le mieux vivre, la troisième partie, il est question d'investir dans une alimentation saine, durable et traçable, de produire au minimum 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques, dont celles liées à l'âge, et créer des dispositifs médicaux de demain, placer la France en tête de la production de contenus culturels et créatifs. Ça, c'était la deuxième partie, et nous sommes ici, avec vos filières respectives, dans un des axes de développement. Enfin, mieux comprendre, qui sont des perspectives de richesse pour l'avenir et des perspectives de développement. Donc, prendre toute notre part dans la nouvelle aventure spatiale et investir dans le champ des fonds marins. Nous sommes là aussi dans des domaines qui sont encore à explorer et la France doit avoir sa place dans ces enjeux. Donc, vous l'avez bien compris, France 2030, la continuité du PIA 4, plus 34 millions avec 10 objectifs. À côté de ces 10 objectifs-là, il y a des leviers. Donc, on va les énumérer. C'est encore la partie pédagogique, je le dirais. On va les énumérer en précisant les montants mobilisés. Sur les 34 millions avec ces 10 objectifs, nous avons donc le nucléaire, 1 milliard, l'hydrogène décarboné, 2,3 milliards, la décarbonation de l'industrie. Je vous épargne les chiffres, c'est pour que vous ayez un ordre de grandeur. À côté de ça, il y a des conditions ou des leviers. Parce que, bien entendu, fixer des objectifs, s'il n'y a pas la matière, s'il n'y a pas l'électronique, la robotique, les supports, les formations de demain, les stratégies numériques et les capitales innovation de rupture, les startups industrielles, on n'y arrive pas. Donc, à côté de ces objectifs, il y a 5 conditions et 5 leviers. Donc, les matières premières, l'électronique, robotique et les machines intelligentes, la formation de demain, les stratégies numériques, pas la stratégie, les stratégies numériques, et le capital innovation de rupture, les startups industrielles, l'accélération de la croissance. Vous avez les objectifs et les leviers affichés. Je vais poursuivre sur la diapo suivante, qui est la diapo la plus intéressante et la plus importante de ma présentation. Elle n'est pas forcément dédiée au monde de l'entreprise, mais elle est très riche en enseignements parce qu'elle va comprendre que l'innovation telle qu'elle est vue par les organisations étatiques
et par les organismes de recherche, elle est divisée en deux parties. Et notamment, ces deux parties se voient pour nous comme étant l'une alimentant l'autre. Je passe à la diapositive suivante. Donc, ce budget de 54 milliards est divisé pour nous et par nous dans nos esprits en deux parties. Nous avons d'une part l'innovation dite dirigée avec 40,5 milliards et d'autre part l'innovation dite structurelle. Je vais aller très vite sur l'innovation dirigée et je vais vous expliquer ce qu'il en est. L'innovation dirigée, c'est soutenir les priorités d'investissement stratégique qui répondent aux gros enjeux. Donc, on a, à côté des objectifs, des programmes d'équipement prioritaire de recherche, des financements de maturation technologique de certains procédés, de certaines inventions, de certaines innovations, la recherche et développement partenarial, c'est-à-dire celle qui se fait par le biais de connexions avec des entreprises qui ont leur propre R&D et des établissements d'organismes de recherche publics, les démonstrations en conditions réelles, l'amorçage et les premières commercialisations, le soutien au déploiement, l'accélération de la croissance, l'industrialisation et le déploiement. Cette partie innovation dirigée, je ne vais pas rentrer dans le détail tout à l'heure au niveau des exemples. Pourquoi? Parce qu'elle tient lieu de la propriété intellectuelle. Et comme elle est de la propriété intellectuelle et que je suis un fonctionnaire titulaire, je suis soumis à un devoir de réserve et je ne peux pas vous prendre des exemples qui sont portés par des entreprises et qui sont soumis, bien entendu, à la propriété intellectuelle et donc au secret des affaires. Mais cette partie d'innovation dirigée correspond à, bien entendu, la déclinaison de ces objectifs, à des appels à projets et des appels à manifestation d'intérêt qui sont dans le domaine du monde de l'entreprise et qui sont valorisables. C'est-à-dire que chaque innovation étant différenciable, unique par elle-même, je ne suis pas amené à vous en parler puisque c'est la propriété des entreprises et des chercheurs qui la portent. En revanche, l'innovation structurelle est une innovation aussi qui est très, très intéressante et très, très pertinente parce qu'elle porte sur la pérennisation des financements de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la valorisation, tout en continuant à accompagner les entreprises innovantes. Et lorsque je dis les entreprises innovantes, je vais rajouter et les filières et les groupements. C'est important. Nous le savons, à La Réunion, la taille des entreprises, elle est plutôt modeste et que nous avons beaucoup plus, et c'est l'enrichissement du territoire, c'est eux qui portent les emplois, beaucoup de PME, et nous avons des PME et des startups innovantes. Et ce dispositif-là, cette innovation structurelle, sert justement à financer l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la valorisation par ce qu'on connaît déjà, des SAT, des structures qui sont labellisées, par des financements de projets, d'accélération, des projets qui sont portés peut-être par Calitropic, par des groupements. Je pense, si je sors de notre sujet, de nos thématiques propres à nos filières, c'est souvent des projets qui peuvent être, par exemple, portés par le CIRBAT, qui peuvent être portés par des coopératives, qui peuvent être portés par des clusters. Et nous avons, dans ce dispositif-là de financement et de soutien à l'innovation structurelle, des aides qui sont des aides au guichet en fonction des projets qui peuvent apparaître. Nous avons des concours d'innovation. Alors, on peut en parler rapidement. Les iLab, on a souvent des lauréats à l'iLab sur ce territoire. Encore l'année dernière, il est logé actuellement au Cube où se trouve Calitropic, la structure RIFPulse. Nous avons donc des projets structurants en R&D. Nous avons un dispositif qui fera l'objet d'une communication spécifique, qui sera la première communication dans notre veille suite à ce webinaire, qui est le volet régionalisé de France 2030. Le volet régionalisé de France 2030, qui est porté en synergie avec le conseil régional et bien sûr la préfecture et comme opérateur BPI, est un dispositif qui accompagne les porteurs de projets localement en fonction des particularismes que nous pouvons trouver sur un territoire. Et nous avons donc ce volet régionalisé de France 2030 qui est actif. Les financements sont mobilisables depuis le 1er décembre. Et dans ce volet-là d'innovation structurelle. Et bien sûr, nous avons un dernier point qui est l'émergence de la deep tech et l'industrialisation des startups qui devrait nous permettre de rapprocher les acteurs. À nos travail, à la DRARI, c'est réunir ce qui n'était pas, à, rapprocher les acteurs, parce que nous avons trop souvent des exemples de start-up ou de
porteurs de brevets qui ne vont pas jusqu'au bout de leur processus qui est aller sur le marché et qui trouvent comme principal écueil de n'avoir pas rencontré le partenaire industriel ou le partenaire qui est en mesure d'accompagner la mise à l'échelle. Et nous sommes ici, dans la presse, hélas, il y a trop souvent des exemples, nous sommes ici avec cette volonté de passer ce cap-là, que nous ne restions pas dans cet écueil. Retenez bien, donc, sur France 2030, il y a d'une part l'innovation dirigée et d'autre part l'innovation structurelle. Et l'innovation structurelle, c'est une innovation qui est au service des entreprises et qui est plus sur des mécanismes. Voilà la structuration, la partie doctrinaire. Nous allons maintenant rentrer dans les mécanismes pour que vous compreniez ce que sont que les principaux dispositifs de mobilisation des fonds. Nous le savons tous, l'action de l'État, en général, elle est de deux ordres. Lorsqu'il y a la mobilisation des fonds publics, elle est d'une manière très classique qui est la mise en concurrence avec les marchés. Donc, nous faisons des appels d'offres et tout le monde est sur le même pied d'égalité. Nous établissons un cahier des charges. C'est ce qu'on appelle communément la commande publique. Elle est normée, elle est dans des codes et donc c'est des choses qui sont sues et connues du grand public. À côté de ça, l'autre mobilisation des fonds de l'État, c'est la traditionnelle subvention. Nous assistons depuis beaucoup plus longtemps dans le monde de la recherche à l'émergence de nouvelles dispositions et de nouvelles manifestations des fonds publics sur ce qu'on appelle les appels à manifestation d'intérêt et les appels à projets. Et je vais vous présenter le distinguo entre ces deux types de dispositifs et je vais revenir sur deux points communs qui se trouvent être au cœur de ces deux formes de mobilisation. Donc, la mobilisation des fonds France 2030 se fait essentiellement sur les appels à manifestation d'intérêt et les appels à projets. Les amis, c'est les appels à manifestation d'intérêt. Ce n'est pas une forme d'amitié que j'exprime aujourd'hui, même si je porte une profonde sympathie pour tous les membres et les adhérents de Calitropic. Les amis, il faut entendre que la problématique globale est identifiée et donc il est demandé seulement après projet. La prise de risque, la perte de temps, l'énergie sont donc diminuées parce que nous sommes ici dans un mécanisme d'aide à la définition d'un futur projet. Un ami n'est pas un projet industriel, n'est pas une solution de mise sur le marché, c'est le début d'une réflexion. Donc, on est réellement dans la définition d'un futur projet ou l'amorçage pour un projet plus vaste. C'est souvent la première échelle qui va permettre d'accéder à l'appel à projet par la suite. Et là, pour l'appel à projet, on est dans un degré beaucoup plus fin, c'est-à-dire que le besoin formulé par l'État, il est beaucoup plus précis que l'AMI. La problématique, elle est clairement identifiée, mais c'est ce qui nous différencie des appels d'offres. La solution attendue, elle n'est pas définie. On ne sait pas ce qu'on veut parce qu'on ne connaît pas la solution. On a la problématique, mais on n'a pas la solution. Et donc, l'appel à projet ne préjuge en rien de l'ampleur des propositions qui sont formulées ou encore de leur contexte. Nous avons identifié une problématique, elle est dans le cahier des charges et on laisse les candidats apporter une solution et c'est la solution qui est évaluée. Et bien entendu, le point commun de ces deux dispositifs, il repose sur deux axes. Un, les modalités sont prévues à minima dans un cahier des charges, peut-être qu'il y a un règlement financier, et deux, ils font l'objet d'une évaluation par un comité d'experts indépendants. Que ce soit pour les AMI ou les AAP, vous allez avoir ces deux socles, c'est-à-dire qu'avant la publication, en même temps que la publication, il y a à minima un cahier des charges, et à la fin, ils seront tous évalués. Donc, c'est bien d'avoir des élus à côté de soi, mais il y a quand même une appréciation qui est fine des projets et donc il y a un comité d'experts indépendants qui évalue les projets avec des grilles qui sont définies bien avant la publication de ces cahiers des charges. Donc nous l'avons vu, nous avons eu l'aspect historique, nous avons eu la présentation des enveloppes et des masses et nous avons là sur ce slide les principaux leviers de mobilisation des fonds
que sont les AMI et les APP. Lorsqu'on dit ça, on n'a pas présenté d'AMI, on n'a pas présenté d'APP. Je reviendrai après, parce que je suppose que ce sera la question, c'est combien ? Combien on peut mobiliser sur ces fonds-là, parce que c'est bien beau, ça fait rêver lorsqu'on parle de milliards, mais combien? Et moi, je répondrai par la suite aux questions, puisque la réponse dans ce domaine, c'est comme Fernand Reynaud dans combien de temps prend le refroidissement d'un fût de canon, ça prend un certain temps. Il y a tellement d'amis et tellement d'APP que je ne peux pas vous répondre sur la levée des fonds, puisque ces questions sont d'une appréciation qui varie d'un appel à projet ou d'un ami à un autre. Néanmoins, on peut avancer, sachant que nous avons maintenant une expérience dans la réponse à ce type de projet. Nous, lorsque je dis nous, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisque depuis plus de 25 ans, le financement de la recherche, il est fait par des appels à manifestation d'intérêt et des appels à projets. Donc, la méthodologie reste la même. Et il y a quand même, que ce soit pour des AMI ou des APP, des axes, des éléments, des leviers qui peuvent rendre encore plus crédible votre projet, quel qu'il soit, et pour lesquels vous ne pourrez pas faire l'économie. Et je vais y revenir très très rapidement, mais de manière synthétique pour que vous les gardiez à l'esprit. Premièrement, ça va mieux en l'écrivant, il faut respecter le cahier des charges ainsi que le règlement général et financier. Ne vous lancez pas dans une réponse à ce type de démarche sans avoir la connaissance de qu'est-ce qui peut être financé et comment, quelles formes peuvent prendre les réponses à ces appels, parce que c'est la base. Par la suite, en fonction de la taille de votre structure, si vous n'avez pas de R&D en interne, associez-vous avec un partenaire scientifique. Je veux témoigner aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur ce territoire, de l'incroyable richesse du secteur de l'innovation à La Réunion. Il faut entendre que nous avons une chance à La Réunion d'avoir autant d'acteurs qui sont à la fois producteurs de recherche et d'innovation et aussi à l'écoute des différentes problématiques que peuvent surgir dans le monde de l'entreprise ou face à des questions de, on va dire, de santé publique ou des enjeux du territoire. Nous avons, je remercie parce que je le remercie parce que je l'ai vu en médaillon et je sais qu'il assiste à ce webinaire et il sera amené à prendre la parole après pour présenter les axes de recherche. Nous avons au sein de l'Université de La Réunion plusieurs laboratoires et plusieurs composantes, et au sein de ces composantes, au sein de l'ESIROIS, donc une école d'ingénieurs rattachée à l'université, nous avons un laboratoire qui a beaucoup de relations avec l'agro-industrie, avec les porteurs de projets, aussi disons-le, les porteurs d'enjeux et de problématiques, et il y a beaucoup de contacts et d'échanges entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche. Et donc, l'ESIROIS et son laboratoire qui vous sera présenté par la suite sous forme de témoignages avec les axes de recherche sur lesquels les chercheurs qualifiés travaillent et les étudiants, tout encore en formation, mais qui ont une base de réflexion scientifique, travaillent avec cet encadrement. Nous avons aussi, et c'est comment on va dire ça, un fournisseur, un accompagnateur du développement du tissu économique de vos filières, l'IUT, donc au sein de la même université, qui place ses étudiants dans vos entreprises, qui accompagne aussi les réflexions et les enjeux sur le développement de vos filières, qui est donc l'IUT de l'université. Alors, ils ont l'avantage tous les deux d'être très proches géographiquement, puisque ça concerne le sud du territoire, mais leur bassin de recrutement, il n'est même pas au niveau de la Réunion. C'est un bassin de recrutement international et lorsque vous dites à un jeune d'aller sur un territoire, il est avant tout curieux et ce n'est pas quelque chose qui le limite. Donc, vous avez bien entendu au sein de l'université deux principaux acteurs. Vous avez à l'extérieur de l'université des partenaires qui sont naturels, donc à savoir le CIRAD, mais vous avez aussi, le CIRAD ou l'IRD, vous avez aussi des partenaires privés. Je vais en citer un rapidement. Vous avez Vitroron qui est vraiment à disposition puisque Vitroron travaille sur de l'hybridation de plantes, de semis et il est
aussi, cette structure est aussi ouverte aux enjeux. Et donc, si vous avez une problématique que vous estimez étant un frein à votre développement ou une problématique que vous estimez que si on y apporte une solution, ça va augmenter votre productivité, ça va vous permettre de trouver de nouveaux débouchés, parlez-en à des personnes dont le sujet d'action, le sujet de réflexion est dans cette sphère-là et n'hésitez pas à ne pas exprimer vos enjeux. Et lorsque je dis ça, la première échelle ou la première porte d'entrée pour vous, moi, elle me paraît très simple, hein, c'est Calitropic. C'est-à-dire que Calitropic étant l'interlocuteur et étant le partenaire du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et étant aussi à vos côtés, la première porte d'entrée pour cette question-là, c'est, de mon point de vue, tout naturellement, votre interlocuteur, c'est Calitropic. C'est un volet très important puisque la R&D est ce qui va justifier de manière scientifique, c'est-à-dire de manière objective, votre innovation. C'est quelque chose de très, très important. Le deuxième point qui va crédibiliser votre projet, c'est la constitution d'un consortium de gouvernance cohérent. C'est-à-dire, mettez-vous d'accord sur qui gagne quoi dans votre projet à terme. Et lorsque je dis qui gagne quoi, j'évoque une question qui est importante. Vous pouvez mobiliser ces acteurs, mais ces acteurs, en général, lorsqu'ils se mobilisent, il faut les financer. Et c'est un élément, lorsque je dis ça, je ne fais offense à personne. Et donc, on peut avoir recours à des soutiens, mais c'est bien de penser dès le début à quelles seront les clés de répartition, quelles seront les clés de la propriété intellectuelle de ce point de vue-là, parce que c'est important. Et donc, ce sera dans la constitution de votre consortium de gouvernance, alors consortium, c'est un grand mot, mais de votre association, donc association qui peut prendre différentes formes, mais le travail avec Calitropic et d'autres peut vous accompagner à voir quelle forme cela peut avoir. Et ce sera un élément qui est toujours apprécié et c'est un élément qui est même pénalisant s'il n'est pas travaillé dans les appels à projets et les amis. Quatrième point, respecter et mentionner les schémas et les cadres régionaux pour avoir un projet en cohérence avec eux. Il est clair que vous devez vous appuyer sur quelles sont les orientations du conseil départemental, quels sont les différents plans qui sont en cours sur le territoire, puisque même si il y a beaucoup de fonds mobilisables par France 2030, on vous demandera toujours de trouver d'autres leviers de financement pour avoir un partage des risques, parce que c'est une question qui est aussi pour nous une appréciation intéressante, puisque plus le risque est partagé, déjà moins il est impactant pour les parties en présence, mais aussi ça démontre la crédibilité du projet, puisque plus vous avez de partenaires qui sont prêts à mettre de l'argent, et plus votre projet semblera crédible. Enfin, et là c'est une partie qui est organique, il est important de diviser votre projet en actions avec un budget séparé, puisque au moment de l'évaluation, il peut vous être demandé de revoir votre copie et de la redimensionner. Ces 5 points sont des éléments qui sont déterminants dans l'appréciation générale de votre projet, quel qu'il soit. C'est-à-dire que s'il en manque un, si l'un n'est pas respecté, vous perdez des points. Et ce qui est dommage, puisque vous êtes mis en concurrence quand même sur ces levées de fonds. Voilà la question sur France 2030, sur la présentation des dispositifs et sur les leviers qui peuvent rendre votre projet encore plus intéressant. Nous allons revenir maintenant sur des enjeux de problématiques locales sur les filières agricoles et agroalimentaires. Il est important pour... j'ai une formation d'ingénieur, il est important de prendre des exemples et de prendre des exemples qui vont pour vous permettre d'avoir la curiosité, mais aussi qui vont vous permettre peut-être d'avoir une compréhension plus vaste des enjeux qui sont liés à l'innovation, parce que vous allez le voir après ces 3 exemples, qu'il y a de véritables enjeux qui sont des enjeux sociétaux, pas simplement de l'enrichissement. Il est important de s'enrichir, il est important de se développer, mais il y a des problématiques qui sont transversales et en parlant d'un dispositif comme France 2030 et maintenant en vous donnant des exemples, j'espère vous amener à prendre conscience que nous avons tous un rôle à jouer dans ce mécanisme et même s'il peut être profitable aux porteurs de projets, il y a des retombées localement qui seront profitables au territoire. Et donc,
Pour revenir à la notion d'innovation, comme je le disais, étant l'affaire de tous, je souhaite donc vous donner des éléments de réflexion liés à l'innovation en matière d'alimentation. Très simple, hein, 3 exemples. Un préalable. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ma veille, c'est une réflexion que j'ai, c'est des éléments qui me frappent. Ce sont des arguments, ce sont un point de vue, et aussi, je le précise, merci de ne pas les utiliser pour légitimer ou illustrer une réponse à un ami ou un APP, parce que je préciserai pourquoi je l'ai dit et dans quel cadre je l'ai dit. Et donc, ces 3 exemples, c'est premièrement la lutte contre 2 pathologies liées en partie aux pratiques alimentaires, 2, le monitoring des ruches et autres innovations numériques, et 3, le plastique, c'est fantastique, surtout en plomberie, et je vais vous parler de considérations spatiales, non pas dans l'espace en haut, mais dans la répartition des terres et de ce qu'il est possible de faire sur un territoire comme la Réunion. Je vais vous donner donc des éléments qui sont objectifs. Je ne vais pas vous donner ce que je pense, je vais vous donner des éléments objectifs. Premier point, la lutte contre 2 pathologies liées en partie à l'alimentation. Les chiffres. 2019, donc ça c'est les chiffres statistiques ARS, INSEE, 45% des Réunionnais de plus de 15 ans sont en surcharge pondérale, dont 28% sont en surpoids et 16% sont obèses. 2019. 2019 toujours, 91% des Réunionnais déclarent ne pas manger 5 portions de fruits et légumes par jour. 2019. 2014, 9% des Réunionnais entre 15 et 75 ans déclaraient être diabétiques. 2014. La fréquence régionale des patients pris en charge pour un diabète est 2 fois plus élevée que la moyenne nationale en tenant compte des effets liés à l'âge. 2 fois plus élevée que la moyenne nationale pour les patients pris en charge pour un diabète. Et encore, à La Réunion, il y a des patients qui souffrent de diabète et qui s'ignorent. La Réunion est caractérisée par la fréquence de patients pris en charge la plus élevée des réunions françaises. Et, pardon, je suis allé trop vite, il est important, à partir de ces éléments-là, de voir ce qu'il est possible de faire sur un territoire comme La Réunion en matière d'innovation. Quels sont les leviers face à ces pathologies? Moi, je vais vous dire, juste un slogan d'une publicité qu'on voit souvent sur Internet, c'est comme j'aime. Cette solution qui a été déployée et qui a rendu ses propriétaires millionnaires, puisqu'il faut voir la capitalisation de cette entreprise, n'est ni plus ni moins que la mobilisation de producteurs, d'alimentation, donc de chaînes de filières, associés à des nutritionnistes, des diététiciens, pour répondre à seulement un seul objectif, la perte de poids ou le contrôle de poids. À La Réunion, on a une double problématique. On a celle-ci plus le diabète. Et nous savons que au moins des diabètes, le diabète de type 2, est fortement lié à l'alimentation. Vous avez sur ce territoire, je vais dire le mot, et ne voyez aucun cynisme, mais il y a un marché sur le territoire de ce point de vue-là. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a une absence de solution pour des personnes qui sont en souffrance, pour des personnes qui peuvent avoir le pouvoir d'achat, qui ont un accès à certains outils technologiques, pour des services municipaux ou des services de santé qui recherchent des solutions, et que donc, que ce soit pour répondre à une démarche individuelle, une aspiration individuelle qui est liée à la perte du poids ou à mieux manger, il y a des solutions à mettre en place. Voilà le premier exemple où, vous l'avez compris, on peut répondre, les entreprises peuvent répondre en s'associant à des solutions innovantes face à des problèmes de santé publique. Deuxième exemple, le numérique au secours des apiculteurs. Alors, le monde des apiculteurs est un monde de passionnés, comme beaucoup d'autres mondes, mais les apiculteurs sont confrontés à, eux aussi, à des enjeux climatiques, et il y a aujourd'hui des startups un peu partout qui naissent et qui se développent et qui apportent des solutions. Des chiffres.
La consommation de miel à La Réunion, plus de 500 tonnes, avec seulement un tiers qui est produit sur le territoire. Plusieurs axes de développement sont possibles en général, c'est ou soit la multiplication des ruches, l'augmentation de la flore miellifère, donc on a des marges de progression. Je ne reviens pas sur les questions d'actualité liées à les crises que peuvent rencontrer la filière actuellement, parce que, hélas, lorsqu'on est dans le monde agricole, les crises, c'est une succession de problématiques et nous devons y faire face. Mais moi, je veux rester dans cet enjeu de développement et dans cet enjeu de réponse à des problématiques. Aujourd'hui, il y a la place pour augmenter la production en s'appuyant sur le numérique. Je vous donne des exemples, notamment grâce à des réponses toutes simples. On sait maintenant avec des balances connectées, on peut connaître l'état de santé de la ruche. Avec une balance connectée, c'est-à-dire une ruche qui est posée sur une balance connectée, on peut, en estimant le poids, savoir quand il faut récolter, quand les abeilles commencent à manger leur miel, quand il y a des problématiques de dépeuplement. Ces balances connectées sont une des solutions de monitoring pour l'état de santé de la ruche. Il y a une start-up qui est d'origine italienne qui commercialise des solutions. Il y a aussi, en termes de marge de progression, des applications dédiées pour capitaliser sur le travail réalisé. Plein de capteurs peuvent être mis dans une ruche pour essaimer. Plein de capteurs peuvent être mis, et là je sors du domaine des ruches, des capteurs optiques pour savoir quand on peut aujourd'hui cueillir le fruit, quand on est au maximum de la production, ou plutôt du développement de certains fruits et légumes. On peut trouver des applications. On peut avoir des réponses d'applications où, pour en revenir aux ruches, on parraine la ruche. Des particuliers parrainent la ruche, des particuliers peuvent préempter la production de telle ou telle ruche. Je ne vous pose pas la question du GPS parce que je sais que la question du GPS sur ce territoire peut poser le problème du vol des ruches. Je n'en parle pas. Mais il peut y avoir des applications qui rapprochent le client final des lieux de production, et les ruches sont des lieux de production, et il peut y avoir une affinité qui peut se créer avec du numérique. Ces solutions-là sont des éléments, des fenêtres ouvertes sur de la réflexion, sur de l'interrogation, de la curiosité qui peut vous amener à vous ouvrir vers d'autres horizons et vers d'autres solutions. Nous avons ici des représentants de la filière numérique, donc Digital Réunion. Nous avons une association French Tech, donc un regroupement labellisé French Tech. Donc nous avons de l'ingénierie, nous avons des experts dans le domaine de l'informatique qui peuvent être sollicités, qui peuvent, face à certaines problématiques, trouver des solutions. Et s'ils n'ont pas l'amorce de la solution, ou s'ils ont besoin de temps pour y travailler, pour y réfléchir, le rapprochement des acteurs peut faire que nous trouvions des moyens de les financer, de financer ces réflexions pour aboutir, bien entendu, au bout du bout, à trouver des solutions de progression et des solutions de développement. Dernier exemple, je passe d'un exemple à l'autre, je vous prie de m'excuser. L'hydroponie, la terre et les cyclones. Je veux en parler de cette manière et je veux vous donner des chiffres. Avec 450 mètres carrés de terre agricole par habitant, à La Réunion, on peut penser que la question de la souveraineté alimentaire est un idéal inaccessible, sachant qu'en métropole, c'est 4500 par habitant, mètres carrés de terre agricole. Pourtant, l'hydroponie, qui est installée à La Réunion depuis des années, ça fonctionne. On sait que ça fonctionne. Ça marche dans des serres, on connaît le rendement. Dès qu'il y a des cyclones, on des bâches. Dès que le cyclone s'en va, on remet les bâches. On a des entreprises, on a des exploitants agricoles qui développent l'hydroponie. Donc, l'hydroponie est un élément qui est connu. Mais la marge de progression dans ce domaine, elle est phénoménale. Parce que partout à travers le monde, l'hydroponie devient une solution pour exploiter les surfaces non valorisées, avec des systèmes et des montages ingénieux, résistants aux épisodes climatiques intenses. C'est de la réflexion, c'est de la maximisation. Je vais vous donner juste un exemple. Le système classique d'hydroponie, c'est des rails, des tubes qui sont posés horizontalement. Eh bien, dans plusieurs pays, on réfléchit à des tours
d'hydroponie, où à l'intérieur, ce n'est pas du vide pour que le liquide circule, mais des procédés qui permettent à l'eau de circuler moins vite et qui permettent d'occuper moins d'espace. Et je ne vous parle pas des solutions d'ancrage de ces systèmes, je ne vous parle pas des solutions qui sont trouvées pour, avant un épisode cyclonique, hop, on enlève les pousses et on les stocke et on les ressort après. Il y a énormément de solutions, il y a énormément de marge de progression dans l'utilisation de l'hydroponie sur le territoire réunionnais. Après ces 3 exemples, je veux venir sur la mise en place d'un niveau de dispositif et plus rentrer dans le détail. On vous l'a expliqué avec Calitropic, donc on s'associe pour mettre en place donc une veille spécifique sur les AMI et les AP. La première portera sur le France 2030 territorialisé avec le conseil régional où on vous fera une communication spécifique dédiée. À chaque fois qu'on trouvera un AMI, un AEPP pour vos filières, on vous fera une présentation de ces documents. C'est pour nous aussi l'opportunité donnée de pouvoir vous accompagner dans des réponses qui peuvent apporter des solutions à des problématiques du territoire. Donc à chaque nouvelle APP, AMI, on va vous développer une communication spécifique sous forme d'un point info. L'autre dispositif qu'on met à votre disposition, c'est une ingénierie de projet. Cette ingénierie de projet, retenez bien ça s'il vous plaît, on ne vous demande même pas forcément d'avoir la solution clé en main. En revanche, on vous demande un business plan très simple, en 3 parties. La problématique, quel est le problème que vous avez identifié grâce à votre étude de marché? Les chiffres clés de votre étude, quel est le problème que vous souhaitez résoudre ou que vous avez identifié? Deuxièmement, la solution au problème que vous avez identifié. Vous pouvez nous expliquer le concept. L'objectif, c'est vraiment de faire très simple et compréhensible par tout le monde. Et enfin, le dernier point de ce début de business plan, c'est votre différenciation. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Quelle technologie identifiez-vous? À partir de ça, nous pouvons mettre en place une ingénierie de projet et vous accompagner dans des réponses d'AMI et d'APP. Sans ça, ça reste encore sur du désir et ça aura besoin de travail et de réflexion. Voici les 2 dispositifs que nous vous mettons entre les mains, la veille et deuxièmement, cette ingénierie de projet mobilisable de manière très simple. Il ne s'agit pas de faire un rapport de 40 pages, il s'agit vraiment de nous présenter les moyens. Voilà ce que j'avais à vous présenter sur France 2030. Je vais m'adresser très rapidement sur ceux qui ont l'habitude et ceux qui sont soumis à l'impôt connaissent le dispositif, mais les autres peut-être pas. Il faut que vous sachiez que, on en a parlé, le crédit impôt recherche est disponible sur le territoire. Qu'on ne pense pas que ce n'est pas pour la Réunion. Nous avons énormément d'entreprises et de structures qui déposent des crédits impôt recherche. Il y a plusieurs manières de mobiliser le crédit impôt recherche, mais il y a sur le territoire une grande crédulité de la part de certaines personnes et je souhaite faire appel à votre bon sens. Et donc, en guise de conclusion, je vous propose un retour en enfance. Ça, c'est un personnage fictif. Le Père Noël est un personnage fictif. Je le dis, ça va mieux en le disant, mais pourquoi je le dis? Parce que, encore une fois, il y a des personnes qui abusent de la crédulité de chefs d'entreprise, porteurs de projets. Il est important de comprendre une chose. La fonction publique est à disposition des administrés pour les accompagner face à leurs problématiques. Si vous ne nous sollicitez pas, on ne peut pas savoir quelles sont vos difficultés. Nous avons en matière de crédit impôt recherche la possibilité de solliciter l'administration et de lui dire « je voudrais déposer un projet pour avoir de l'argent pour financer ma recherche et mon innovation. Je voudrais savoir si mon projet et les dépenses de ce projet vont être pris en compte. » Ça s'appelle le rescrit fiscal. Cette démarche qui est très simple, qui ne coûte rien, c'est juste un formulaire, c'est la méthode la plus efficace pour maximiser votre démarche et votre demande de crédit impôt recherche. Comme je vous l'ai dit, c'est une réponse de l'administration, le rescrit sur l'appréciation d'une situation.
Donc, lorsque nous nous demandons de nous pencher sur un sujet qui est lié à des mesures de crédit d'impôt, ce qui est quand même le crédit d'impôt recherche intéressant, puisque vous pouvez avoir des abattements fiscaux sur les 3 dernières années concernant vos dépenses de R&D. Et si vous avez des doutes sur quelles sont les dépenses de R&D éligibles, vous demandez à l'administration de vous valider lesquelles sont éligibles et lesquelles ne le sont pas. Ce sont des éléments qui sont probants. L'État ne se dédie pas. Lorsqu'on vous invite à déposer et à utiliser ce dispositif, utilisez-le parce que vous avez une réponse sous 3 mois. Lorsque je fais cette intervention spécifique sur le crédit impôt recherche, et c'est pour ça que j'en mets une couche aujourd'hui, les chefs d'entreprise viennent me voir et me disent « Ah non, mais monsieur Doga, nous, on ne peut pas faire de crédit, on ne peut pas faire de demande de rescrit. » Et lorsque je pose la question « Mais pourquoi vous ne faites pas de demande de rescrit? C'est gratuit, où est le problème ?» Ils me répondent « Ah non, mais parce qu'après, on va avoir un contrôle fiscal. » J'ai ça comme réponse. Heureusement que ma mâchoire est bien accrochée au reste de ma tête, sinon elle tomberait par terre. Parce que lorsque je pose la question, mais qui vous a dit que vous allez avoir 100% un contrôle, un contrôle fiscal, on me dit, ah mais c'est les cabinets qui nous démarchent. Et là, je comprends tout. Le cabinet se paye sur quoi? Le cabinet se paye comme étant une dépense de crédit impôt recherche. Et plus il maximise son service et sa prestation en vous mettant des dépenses qui ne sont pas éligibles, et plus il justifie sa facture, et plus il aura à vous proposer un montant de prestation plus élevé. Sauf qu'au bout du bout, au bout des 3 années suivantes, lorsque l'État, à savoir l'administration fiscale, a dans son ordinateur, parce que c'est comme ça qu'on sait qu'on fait un contrôle, hein, c'est pas parce que vous faites un rescrit que vous avez un contrôle, vous faites un rescrit parce que de manière automatique et informatisée, lorsqu'on croise les données de différentes administrations avec votre déclaratif, il y a des choses qui apparaissent en anomalie. Et c'est ces anomalies qui font que l'administration fiscale va se poser sur votre dossier et certainement pas parce que vous avez fait un rescricir. En revanche, c'est clair que si vous faites un rescricir et si on voit que dans l'appel à un cabinet extérieur, le montant est beaucoup trop élevé, on vous dira, bah là, le montant il est trop élevé, ou vous le diminuez, ou de toute manière, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, utilisez-nous, utilisez nos dispositifs, ils sont gratuits et ça va vous sécuriser pour le futur. Voilà, c'était mon intervention. Il n'y a vraiment pas d'autres points que je souhaite aborder avec vous. Ce que je vous propose, vous avez, alors c'est enregistré, vous avez mon mail ici, mais vous pouvez passer par Calitropic pour me contacter. La parole va être donnée à la salle. Je voudrais que le collègue de Les Irois, durant cette prise de parole, nous fasse, sous forme de témoignage, le rôle de Les Irois et notamment ses axes de développement et ses axes de recherche, et nous sommes à votre écoute. Merci. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur Doga pour en tout cas de m'avoir cédé un peu la parole. Également, je tiens à remercier un peu les collègues organisateurs et organisatrices de Calitropic et de la DREC pour ce webinaire. Je ne sais pas si Madame Toussaint ou Graziella, si je peux partager peut-être mon diaporama ou vous avez peut-être le diaporama. Oui, vous pouvez prendre la main ou sinon on peut le faire comme vous souhaitez. D'accord, sinon je peux le partager. Alors je vais essayer. Donc du coup, c'est vrai que je vais également que je trouve partagé. Par contre, hein, je cherche. Non, c'est plutôt là. Je ne sais pas si mon écran est lisible. Oui, c'est bon. Oui, d'accord, ok. Voilà, donc voilà pour en guise d'introduction, bah, c'est ce que
Je tiens également à remercier en tout cas les collègues de Calitropic et de la DRARI, particulièrement et Monsieur Degas par rapport à cette sollicitation de l'ISUROA pour faire un témoignage, présentation un peu des quelques éléments, quelques axes de recherche menés par les universitaires au sein de l'ISUROA. Tout d'abord, donc du coup, je suis Kayes Swidi, donc je suis un enseignant-chercheur à l'école, à l'université de La Réunion. Donc du coup, de par un peu mes activités pédagogiques et d'enseignement, donc je suis rattaché à l'école d'ingénieurs ISUROA et particulièrement au département de l'agroalimentaire à l'ISUROA, et de par mes activités de recherche, c'est plutôt, donc je suis dans l'UMR, l'unité mixte de recherche Cali Sud CIRAD. Donc, si, en tout cas pour les collègues et les personnes ici présents, donc pour faire une petite, un petit aperçu un peu sur Cali Sud, donc c'est une unité mixte de recherche. Voilà, je commence en tout cas à présenter les activités de recherche, puis après je passerai à la partie USUROA, parce que, étant donné que je suis un enseignant-chercheur à l'USUROA et en même temps à Cali Sud pour la partie recherche en agroalimentaire. Donc, l'unité Cali Sud, UMR Cali Sud, donc je l'ai créée en 2007. Elle est sous tutelle de 6 organismes de recherche et d'enseignement, y compris l'Université de La Réunion, le CIRAD, mais également l'Université de Montpellier, l'IRD. L'objectif, c'est de travailler sur le développement d'une démarche intégrée pour la production et la conservation ou la préservation des produits agroalimentaires de qualité également optimale. Alors, donc, l'UMR, elle est structurée à travers 6 équipes de recherche par champ disciplinaire. Elle comporte plus d'une centaine d'agents permanents entre enseignants, chercheurs et cadres techniques, et de nombreux doctorants et post-doctorants. Alors, sur le plan local, à La Réunion, l'UMR Cali Sud donc, comporte une dizaine de permanents, quelques doctorants et stagiaires, bien évidemment, pour mener à bien, en tout cas, les activités et les projets de recherche. Alors, ici, je vais présenter les thématiques de recherche, bien évidemment, effectuées au sein de Cali Sud sur le plan local, mais je dis sur le plan local par rapport à la réponse à des problématiques locales, mais également, on est en interaction avec également notre unité ou notre laboratoire mère, si on peut dire ça comme ça, à Montpellier. Donc, les activités ou les thématiques se touchent à la transformation des produits agroalimentaires en milieu tropical. Beaucoup plus, on s'intéresse aux matrices et aux agro-ressources d'origine de l'agrobiodiversité locale végétale. Donc, il y a des travaux, ou alors des projets qui se réalisent pour la valorisation nutritionnelle des matrices et des produits pour contribuer à la sécurité alimentaire. Il y a une thématique un peu qui se veut en lien avec l'écologie microbienne, en tout cas des matrices de type fruits et légumes ou tubercules, comme étant un moyen de biocontrôle et de biopréservation. Également, c'est la qualité, parce que c'est la qualité globale d'un produit alimentaire, elle comporte également l'identification des déterminants de la qualité sensorielle, à la fois des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finalisés. Et également une autre thématique qui se fait d'une façon interactive, ou en lien en tout cas avec les champs disciplinaires des différentes équipes au sein de l'UMR, la maîtrise et la conduite des process ou des opérations unitaires de conservation et de transformation. Alors, j'ai choisi pour présenter ici donc quelques activités, quelques projets qui ont été menés au sein de l'UMR Cali Sud de côté collègues universitaires qui font à la fois partie de sous-tutelle de l'Université de La Réunion, mais également de l'école d'ingénieurs ISUROA, et en même temps en interaction, si vous voulez, avec les collègues CIRADIA, parce qu'au sein de l'UMR Cali Sud, il y a également des enseignants-chercheurs, donc de par l'Université de La Réunion, mais également des chercheurs plutôt du côté CIRAD. Donc, par exemple, ce projet-là qui a été achevé, ça a été mené un peu dans le but de travailler, d'étudier la dépendance entre les paramètres de pré-récolte et post-récolte de la mangue à travers un procédé de séchage naturel.
au sein de l'UMR Calus Sud. De la mangue, il y a également 2 variétés. Alors, je présente ici quelque part le prototype, ou alors l'unité pilote qui a été utilisée au sein de l'UMR Calus Sud de la Sierrade, à l'île Paradis à Saint-Pierre. C'était dans le cadre d'un travail de thèse de notre collègue M. Diop, qui est un ATER actuellement à l'Isurois et à l'UMR Calus Sud, et sous la direction de notre collègue chercheur sierradien, Marc Chillet. Voilà, donc c'est-à-dire ce travail a été également effectué sur, j'allais dire, de trouver en tout cas des solutions pour la filière mangue et pour les industriels ou les acteurs socio-économiques qui s'intéressent en tout cas à cette filière, parce qu'il y a une production assez conséquente, assez pointue dans des périodes bien déterminées de l'année, et par exemple la solution d'un séchage naturel, avec également le contrôle des paramètres de pré-récolte, le stade de maturité, la variété, par exemple tout ce qui est post-récolte, c'est la maturation, le stade de maturation et la température de conservation au champ, puis après la partie procédé de transformation et les paramètres ainsi ou les variables opératoires à contrôler pour pouvoir en grosso modo trouver, c'est-à-dire un produit qui répond à des critères de qualité nutritionnelle mais sensorielle, parce que le facteur goût et couleur, c'est important, également la durée de conservation de ce produit. Alors, un autre projet, je peux peut-être signaler sur ce projet qui a été achevé sur la partie séchage, il y avait une continuité. Alors, il y aura une continuité sur la partie séchage, mais également maintenant avec les collègues de chercheurs de Sierrade qui travaillent sur la valorisation de la mangue, des différentes variétés à La Réunion, par un autre procédé de type filtration membranaire et d'obtenir en tout cas une purée ou un jus qui répond en tout cas à différentes qualités escomptées suite à une étude de marché, étude d'enquête auprès de consommateurs au sein de La Réunion. Alors, un autre projet qui s'appelle le projet Rafale, donc c'est un projet qui s'intéresse beaucoup plus maintenant sur les racines tubercules pour extraire en tout cas des farines et des amidons issus de ces ressources amylacées, appelées les légumes lentons ou sous-utilisés au sein de l'île de la Réunion, mais ça pourrait également toucher à la zone de la zone de l'océan Indien. Donc, également, je note ici ce projet-là qui a été, c'est un projet FEDER qui est porté par mes collègues, en tout cas porteurs scientifiques, à la fois M. Poucheret et M. Kodja, mais également Thomas Petit qui est présent ici, et d'autres personnes également que je contribue en partie sur à la fois la valorisation. Il y avait des travaux également, alors des résultats qui ont été obtenus pour les 4 matrices choisies initialement, à la fois le manioc, le conflore, la patate douce à différentes variétés et le fruit à pain. Après avoir caractérisé, mettre en place un peu un diagramme ou un procédé d'extraction de ces ingrédients, farine et amidon et autres composés d'intérêt, maintenant, l'étape, c'est de passer bientôt, en tout cas, de passer à l'aptitude à la transformation et à la mise en formulation, en tout cas à la valorisation à travers des recettes, des formules pour l'application majoritairement en boulangerie, pâtisserie, viennoiserie. Et ce projet-là, et les travaux sont en cours. Et il y avait des interactions avec quelques acteurs socio-économiques industriels à La Réunion. Alors, d'autres travaux qui sont en cours, bien évidemment, qui sont menés, ou alors qui sont menés par les universitaires, UMR Calus Sud, mais Université de la Réunion, en interaction avec les collègues sierradiens, par exemple, le projet sur la lactofermentation, ou le procédé de biopréservation par les ferments ou les bactéries lactiques. À la fois, en tout cas, c'est comme ça a été mentionné quelque part dans la présentation de M. Doga, ces enjeux de santé publique et de diversifier en tout cas de diversifier en tout cas les produits fournis à long terme mis sur le marché à travers également des matrices riches, des matrices locales de la Réunion, tels que les fruits mangue, ananas, papaye, mais également les racines et tubercules. Et ce travail, elle se veut également comme étant un moyen à la fois de biopréservation, de valorisation des composés d'intérêt nutritionnel, mais de santé, pour en tout cas fournir une panoplie de produits issus de ce procédé de fermentation lactique. Bien évidemment, les informations, les contacts un peu des collègues qui portent un peu ce projet sont indiqués sur le diaporama.
Alors, si vous voulez, dans un, voilà, c'est-à-dire, il y a toujours des idées un peu de mûrissement, soit une continuité sur des projets existants, ou soit également peut-être de positionnement, d'émargement sur de nouveaux projets qui vont venir. Par exemple, le cas de ce projet-là, il se veut bien évidemment c'est-à-dire une certaine continuité sur ce qui a été traité auparavant par les collègues CIRADA universitaires au sein de l'UMRK Sud sur l'ananas et le problème de pathologie de la tache noire. Il y aura également une continuité pour sélectionner, en tout cas pour répondre, voilà, pour pallier aux problèmes de gaspillage, aux pertes au champ post-récolte de ces produits de type ananas par exemple, qui sont touchés par la maladie de la tache noire. Je ne suis pas également spécialiste, mais donc il y a les collègues qui sont en lien avec ce champ disciplinaire souhaiteraient en tout cas travailler sur la sélection des stimulateurs de défense de l'ananas afin en tout cas d'améliorer, d'augmenter la qualité globale et la qualité nutritionnelle et sensorielle et la qualité de préservation de ces produits. Alors, un autre projet qui est en train d'être, j'allais dire, discuté en mûrissement pour voilà, saisir un peu des opportunités, en tout cas, de lancement de ce projet, qui pourrait intéresser, en tout cas, la filière légumineuse à graines, c'est-à-dire pour, en tout cas, puisque les légumineuses, quand même, et dans le focus et les intérêts en tout cas de pas mal de laboratoires universitaires, que ce soit à l'UMRK Sud à Montpellier ou ailleurs. Et donc dans le cadre un peu que l'année 2016 était une année un peu des légumineuses baptisée par l'organisation FAO. Et de là, il y avait beaucoup de travaux, en tout cas, il y avait en tout cas cette prise de conscience de l'utilisation, de la valorisation, de mettre en valeur de ces graines légumineuses donc par la voie de l'aptitude à la transformation, améliorer la qualité nutritionnelle, j'allais dire, mettre en valeur ces graines, diversifier en tout cas ces produits de première transformation des ingrédients ou alors des produits de deuxième transformation, des produits finalisés à base de ces ingrédients ou alors il y a des mélanges en tout cas entre ces légumineuses-là. Bien évidemment, cet objectif, ce projet-là, souhaiterait en tout cas valoriser à l'échelle locale de la Réunion, mais pourquoi pas de façon dans la zone de l'océan Indien en interaction avec l'interaction régionale sur ces légumineuses qui sont locales et sous-utilisées parfois. Voilà, j'ai présenté quelques projets menés par les 4 personnes universitaires de côté isérois, mais que partie de la recherche est effectuée au sein de l'UMRK du Sud de la CIRAD. Maintenant, revenons un peu sur la composante isérois, la composante pédagogique. Quelques chiffres clés pour cette année. Peut-être ici présents, en tout cas parmi les participants présents dans ce séminaire, probablement il y a des anciens de l'école d'ingénieurs isérois et de l'IUT également qui sont passés par ces deux établissements-là, et particulièrement les Isérois voilà, pour la composante isérois. Donc, si vous voulez, en chiffres clés pour l'année 2022-2023, nous avons 194 étudiants qui sont inscrits, 400 diplômés depuis 2009, un taux d'insertion à 6 mois qui s'élève à 80% dans le tissu socio-économique, que ce soit local ou métropolitain ou même international, un pourcentage de 50% de taux de féminisation sur les bancs de l'Isérois en cycle ingénieur, que ce soit bien évidemment en agroalimentaire ou en cycle préparatoire ou en spécialité bâtiment et énergie, mais également en informatique télécommunication, parce qu'on forme un peu pour ces 3 spécialités-là qui répondent aux problématiques de l'économie réunionnaise, 30 intervenants extérieurs, c'est-à-dire à travers des interactions socio-économiques avec des industriels ou alors des établissements de type université ou école partenaires à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale. Pour la spécialité agroalimentaire, donc l'objectif, c'est de former des ingénieurs capables de mener un travail d'ingénierie, pourtant de l'innovation, de l'idée, de la conception, la mise en œuvre et le pilotage d'un projet qui est en lien avec la production agroalimentaire. Donc, on se veut être voilà, expert pour bien évidemment le département agroalimentaire de l'Isérois, mais si vous voulez, l'école tout entière, en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle en contexte intertropical. Alors, les métiers
dans lequel on forme un peu les élèves ingénieurs ou alors les visées professionnelles. C'est d'être un ingénieur qualité, de travailler en recherche-développement dans une entreprise, ou ingénieur production et performance industrielle, ou alors un ingénieur chargé des projets au sein des structures et des organismes, que ce soit publics ou privés. Sur ce diaporama-là, quelques équipements au sein de l'ISUROA, dans les différents laboratoires, que ce soit pour tout ce qui est plateforme de cybersécurité pour l'informatique télécommunication ou génie logiciel, mais également pour la partie soufflerie et bâtiments à énergie positive, les instruments nécessaires. Mais pour l'agroalimentaire, nous avons également des laboratoires, si vous voulez, des laboratoires, que ce soit en microbiologie, en chimie, en analyse sensorielle, mais également une salle ou un laboratoire de génie industriel alimentaire où il y a quelques unités de pilote qui permettraient en tout cas de passer de l'échelle laboratoire à une échelle beaucoup plus importante, mais intermédiaire en tout cas. Et ces laboratoires-là, ces équipements, ces plateformes, ces outils sont à disposition, bien évidemment, pour la partie pédagogique, pour tout ce qui est, j'allais dire, TP, travaux pratiques, travaux des projets menés avec des industriels, mais également de prestations de services si nécessaire, en tout cas, pour répondre à des demandes et des problématiques industrielles locales. Voilà. Merci pour votre attention et veuillez m'excuser si j'avais pris un peu plus de temps pour la présentation succincte de différentes activités menées au sein de l'ISUROA et l'IMR Qualité-Sud, pardon. Merci, Monsieur Swidi. La parole est à la salle. Nous vous proposons de lever la main et en fonction de vos sollicitations, la parole vous sera donnée pour vraiment accompagner et alimenter la réflexion sur la thématique numéro 1. Lorsque je parlais de pathologie et de solutions, les solutions sont multiples, variées, et pas présente sur le territoire. Lorsque je dis pas présente sur le territoire, on parle là d'industrie, c'est-à-dire on a les exploitants agricoles, on a le produit, mais on n'a pas toujours toutes les briques qui permettent d'aller jusqu'au bout de l'apparition de nouvelles solutions et de nouveaux débouchés. Je vous donne un exemple, la lyophilisation. Ici, nous sommes beaucoup avec les herbases, les herbes et les tisanes rafraîchissantes, l'utilisation de plantes en infusion. Une des marges de développement dans ce domaine, c'est tout ce qui est lyophilisation pour maintenir les principes bénéfiques le plus longtemps possible et la manière de les utiliser le plus facilement possible. Je ne vous parle même pas de la préparation sous vide des aliments, mais il y a énormément de marge de progression et de développement pour trouver des solutions et qui répondront à une demande. Avez-vous des questions? Y a-t-il des témoignages d'autres chercheurs, d'autres structures, des groupes constitués qui souhaiteraient prendre la parole? Qu'ils lèvent la main, elle leur sera donnée. On va donner la parole. Je vais laisser ma place à Graciela pour. Ah, il y a un autre ordinateur. On va prendre le temps de vous présenter rapidement le rôle de l'IUT. Je laisse la parole à Graciela. Merci. Alors, je vais présenter pour Philippe Laurent, donc le département, chef du département. Merci. Agroalimentaire de l'IUT de La Réunion, donc qui n'a pas pu se rendre disponible cet après-midi pour ce webinaire, mais en tout cas qui a été partie prenante dans l'organisation de ce webinaire, notamment à travers la diffusion de l'information auprès des entreprises avec lesquelles l'IUT, à travers notamment sa composante agroalimentaire, travaille. Donc très rapidement, mais vous aurez les éléments et vous avez son contact au bas de cette diapositive. Vous allez pouvoir prendre contact avec lui si éventuellement c'est des profils qui vous intéressent.
Donc le DUT qui est porté donc par l'IUT de Saint-Pierre, donc il y a plusieurs départements, donc un en particulier donc génie biologique avec 2 composantes, une composante agroalimentaire et une composante environnement. La petite nouveauté depuis cette année, c'est que ce DUT qui se faisait en 2 ans, maintenant peut se faire en 3 ans avec une part un peu plus importante de l'intégration des étudiants dans le monde de l'entreprise, avec notamment une 3e année en alternance. Vas-y, la diapo d'après. Donc en fonction des différentes années du diplôme, les étudiants vont acquérir au fur et à mesure donc un certain nombre de compétences et notamment une part importante à destination de tout ce qui est innovation. Donc pour en faire des techniciens supérieurs ou des assistants ingénieurs qui ont cette composante innovation en tête. Bien sûr, ils pourront par la suite poursuivre éventuellement s'ils le souhaitent en école d'ingénieur ou autre, mais voilà, la possibilité justement d'intégrer la partie R&D et innovation au sein de leur cursus dès la 2e année et puis renforcer au bout de la 3e année. Et vas-y, oui. Oui, merci. Et du coup, avec aussi un point, en tout cas, un point qui a été mis en exergue, c'est l'implication des professionnels dans les cours dispensés auprès des étudiants, donc pour vraiment leur faire prendre conscience des problématiques rencontrées par les entreprises réunionnaises. Également, à travers voilà, cette possibilité dès la 3e année d'être en alternance et puis des stages qui sont opérés dès la 1re année, donc 3 semaines et 8 semaines au bout de la 2e année. Et puis une grande partie du temps, plus de 50% sur la mise en pratique ou de la mise en situation professionnelle pour vraiment répondre aux problématiques des entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas, Philippe Laurent n'a pas pu se rendre disponible, mais si vous avez des besoins, en termes d'accueil d'étudiants ou même de discussion auprès des enseignants-chercheurs qui ont aussi une compétence sur tout ce qui est agroalimentaire et biotechnologie de manière globale, vous pouvez aussi rentrer en interaction avec eux ou passer par nous et on se fera le relais de vos problématiques. Je vous remercie. Bien, la parole est à la salle virtuelle. Je peux impressionner comme ça, mais je vous assure que je suis à disposition et que tout sujet peut amener à faire avancer la réflexion. Non, pas de réaction? Écoutez, c'est parfait. Vous l'avez bien compris que aujourd'hui, ce webinaire est la première étape d'une nouvelle synergie autour de ce dispositif. Il est important pour nous que les entreprises, les structures s'accaparent les dispositifs, adhèrent aux méthodes, parce que même en cas d'échec, parce que ça peut arriver, ce n'est pas une étape, ce n'est pas la fin d'un cycle, c'est vraiment une étape dans une montée en compétences, dans une nouvelle manière de voir les enjeux et de trouver des solutions à des problématiques, puisque lorsqu'on rentre dans cette démarche, le fait de faire connaître sa problématique, de la poser de manière écrite, de la confronter, de confronter les points de vue, amène à trouver à la fois des solutions, mais aussi de futurs partenaires, et c'est vraiment très, très important de ce point de vue-là. J'ai eu cette chance d'avoir un parcours professionnel dans différentes latitudes, c'est-à-dire dans 3 continents différents, et c'est pour moi un enjeu à chaque fois de trouver des constances dans les mondes qui sont sur des latitudes différentes, mais qui peuvent être confrontés aux mêmes enjeux. Et le monde agricole, qu'on soit en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Europe, qu'on soit exploitant agricole, paysan sans terre, grand propriétaire terrien, on a des grandes constances, et c'est quelque chose que je souhaite partager avec vous. Le paysan, dans son acception générale, celui qui travaille la terre, il a des principes. Et ces principes sont communs
dans différents territoires et dans différents pays, et ces principes communs sont souvent une méthodologie et une manière de voir le monde, au-delà de toute considération religieuse. La méthodologie, elle est partout pareille, c'est-à-dire qu'on est ou non un tracteur. Lorsqu'on vient du monde agricole, on sait que si on veut que la récolte elle soit bonne, on doit creuser un sillon profond et que le sillon doit être bien creusé. Et ce travail-là, je voudrais qu'on le partage, cette vision-là, de creuser le sillon pour pouvoir se reposer sur une bonne récolte. Et c'est le travail que nous faisons avec Calitropique aujourd'hui. Une autre des grandes constances du monde paysan, c'est que dans ce monde-là, on ne lutte pas contre des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Le paysan, là où il est, s'il n'a pas la pluie, il ne va pas se lamenter en se disant il n'a pas la pluie, il va faire avec. Si on a des animaux, dans quel continent qu'on soit, on sait que dès que la vache ne veut pas aller au champ, ben, on n'arrivera pas à l'amener au champ. Si on a des poules, on se rend compte que les poules, ce n'est pas des poules qui font côte-côte, c'est une société, c'est des structures, et donc on doit faire avec. On doit faire avec, et le paysan, face à la diversité, il a cette capacité de résilience de pouvoir renoncer, et je dis bien renoncer à un travail, face à des éléments qu'il ne maîtrise pas. Et c'est cette capacité de résilience que nous devons partager, que nous devons garder. Et il y a, souvent, c'est ce qui me revient, il y a un poème de Rudyard Kipling qui s'appelle, non, il ne s'appelle pas comme ça, mais je crois que la conclusion, c'est « Tu seras un homme, mon fils ». C'est vraiment la philosophie du paysan, c'est-à-dire que face à l'adversité, face à cette capacité de renoncement, il y a toujours la volonté d'aller de l'avant, la volonté de travailler sur le temps long, et c'est vraiment en guise de témoignage ce que je souhaite partager avec vous, c'est restons les deux pieds bien posés à plat, travaillons sur le temps long, n'hésitons pas à creuser le sillon, ne nous battons pas contre des choses sur lesquelles on n'a pas prise, essayons de faire du mieux possible, c'est comme ça qu'on avance cette stratégie des petits pas. Je vois que le président, et on va lui donner la parole, le président, M. Xavier a levé la main, donc il a la parole? Ben voilà, formidable. Oui, et en fait, c'est pour une question. Fouad, vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose de France 2030 qui était régionalisé, une approche régionalisée. Ma question, ça serait, est-ce que justement dans ce dispositif qui semble être national, il y a des spécificités pour la Réunion, pour le territoire, et pour les acteurs ici? Est-ce qu'il y a des sommes d'argent réservées, par exemple, pour les projets ici, ou est-ce qu'on est vraiment en concurrence, entre guillemets, avec l'ensemble du territoire national? Voilà, c'était ma question sur France 2030. Il faut rebrancher le micro, Fouad, qui est débranché. Pardon. Je disais, bonne question, ça va me permettre de faire un focus sur ce qui est mobilisable et la mise en concurrence. Ces dispositifs, comme je vous le disais, innovants que sont les appels à projets et les amis, sont sur une base, parce que c'est légalement celle qui doit avoir cours, sont sur une base de recrutement nationale. Mais comme on est sur des réponses à des problématiques qui peuvent être locales, à des enjeux qui peuvent être déclinés localement, je considère que les solutions et les réponses qui peuvent être apportées venant d'horizons différents peuvent être de taille et d'horizons qui sont complètement différents. Et que donc, les sommes demandées peuvent varier du simple au double pour certains appels à projets. Et donc, il n'y a pas, dans ces appels qui ont une dimension nationale, des critères territoriaux. Mais si on voit les cahiers des charges, on trouve toujours matière à déposer des projets. C'est dans les cahiers des charges qu'on voit les particularismes. Je vous donne un exemple. Sur la filière énergie, par exemple, il y a en ce moment un appel à projet qui court jusqu'au 31 mai qui invite les entreprises à déposer des projets d'usines de production d'énergie. Et il est mentionné 4000 watts de production annuelle, 4000 kilowatts pardon, de production annuelle. Sauf que pour des territoires comme la Réunion,
de telles échelles peuvent ne pas répondre à une articulation. Et lorsqu'on lit le cahier des charges, on voit que sous ce critère et ces critères techniques, il y a toujours une insertion qui permet à ce que des projets qui sont sur des échelles qui répondent à des besoins, par exemple, qui sont liés à l'insularité, ces projets auront l'opportunité d'être sélectionnés éventuellement s'ils sont pertinents. Et donc, dans tous les appels nationaux, les problématiques locales sont relevées dans les cahiers des charges. Premier élément. Deuxième élément, ne l'oublions pas, dans l'innovation dirigée, donc ce sont toujours des appels nationaux. Dans les innovations dites structurelles, il y a énormément de déclinaisons régionales, puisque justement, comme on travaille sur de la structuration, cette structuration répond à des problèmes qui sont liés à des environnements et à des tailles. Et donc, nous avons, et c'est comme je le disais, mais la répétition est la meilleure des pédagogies, ça fera l'objet d'une communication, la première communication que nous ferons sur les appels à projets spécifiques, l'appel à projets régionalisé, territorialisé, est spécifique à la Réunion, puisqu'il est piloté par le Conseil régional et l'État. Il est spécifique aux problématiques régionales. Et donc, sur cet appel à projet, on candidate à partir d'un site Internet, on peut postuler. L'échelle des fonds mobilisables sur France 2030, régionalisé, il est de deux ordres, parce qu'en fait, il y a deux appels à projets. Il y a un appel à projet individualisé, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui a son innovation et elle la porte, et donc il y a un propre cahier des charges et après une propre échelle d'intervention et de financement. Et il y a un autre appel à projet qui est un appel à projet dit de filière, qui a sa propre mode de fonctionnement et son propre mode de financement et son niveau de financement, puisqu'il s'adresse justement à des structurations en filière ou à des filières déjà structurées qui font face à une problématique territoriale. J'espère avoir répondu aux questions sur cette question-là, mais ne vous arrêtez pas sur la question de l'argent, puisque l'argent n'est pas un frein. L'argent est un item, est un agrégat. Si l'innovation est pertinente, l'innovation trouvera son financement. C'est ça que je veux vous dire. Et ne vous cassez pas la tête non plus à savoir comment je vais identifier l'innovation. Beaucoup de porteurs d'innovation essayent de se calquer avec comment les spécialistes de l'innovation l'apprécient. Laissez les spécialistes de l'innovation l'apprécier. N'essayez pas de vous la positionner dans le fameux TRL, dans quelle échelle elle est. C'est nous qui allons le faire pour vous. Trouvez l'innovation et l'innovation se vendra d'elle-même. C'est-à-dire qu'on trouvera ensemble des débouchés et on l'expliquera ensemble ou en mobilisant des experts et des spécialistes. Dans les conversations, est-ce qu'il y a des questions? Non. Ouais. Pourriez-vous nous communiquer alors Nathalie Combe qui demande, pourriez-vous nous communiquer un site qui recense tous les AAP et les AAMI? Donc, Jérôme en a mis un. Vous allez vous noyer. Hein. Pour ce que je dis, vous allez vous noyer, c'est que là, moi, je fais cette déclinaison pour vos filières, mais je l'ai fait avec Temergy pour la filière énergie, je le fais dans le domaine de la santé, et il y a des thématiques que je ne prends pas, puisqu'elle n'a pas de réponse, ou plutôt il n'existe pas encore d'acteurs capables de répondre à certaines de ces thématiques. C'est énormément de temps, et c'est la force des réseaux comme Calitropic, c'est de filtrer ces appels à projets et de pointer du doigt les meilleurs qui peuvent vous intéresser, ceux qui sont susceptibles de vous intéresser. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, alors, nous avons enregistré le PowerPoint. Il sera diffusé aux adhérents de Calitropic une fois qu'on aura réglé la mise en ligne, les spécificités techniques. Mais ça va aller très très vite. Donc cette présentation sera diffusée. Le support ne sera pas diffusé parce que si vous avez l'image et pas les voix, ce ne sera pas terrible. Demande d'intervention de M. Dumortier. Alors il faut lui donner la parole à M. Dumortier. Est-ce qu'il a son micro? Oui, bonjour. Vous m'entendez?
Voilà, je souhaitais intervenir sur deux sujets en fait, hein. Vous avez parlé tout à l'heure des abeilles en fait, et donc je me permettais donc de faire une petite précision en fait concernant l'innovation, où on pourrait éventuellement faire de la recherche intéressante. Donc ici, il s'agit en fait du varroa, donc du problème de varroa en fait qui est apparu à La Réunion il y a quelques années. Étant apiculteur en fait, je suis donc confronté à ce problème. Et donc, il s'avère qu'il y aurait peut-être un intérêt en fait à mettre un système au point en fait qui permettrait donc de chauffer les ruches. Donc, j'ai vu qu'il y a déjà des tests qui se font, des recherches à ce niveau-là. Et de monter une certaine température, la globalité de la ruche en fait, donc par un biais de chauffage, j'imagine, donc reste à inventer, et qui permettrait en fait de lutter activement contre le varroa. Donc, et peut-être éventuellement contre le PCR, donc ce petit coléoptère en fait qui vient d'apparaître aussi au niveau de la Réunion. Et je pense qu'il serait intéressant donc d'aller activement en fait vers cette voie en fait qui pourrait permettre de trouver une solution contre ce problème récurrent en fait qui est le varroa en fait à la Réunion depuis son apparition. Le deuxième sujet, en fait, donc, concerne l'hydroponie dont vous avez parlé tout à l'heure. En fait, le problème qui apparaît, en fait, selon moi, en fait, est le fait qu'il s'agit de cultures conventionnelles, en fait, donc, et qui utilisent des engrais chimiques. Donc, l'hydroponie, pour moi, en fait, la véritable innovation au niveau de l'hydroponie serait de pouvoir faire de l'hydroponie bio. Je sais que c'est impossible hein, législativement, mais de chercher des voies en fait à ce niveau en fait de manière à pouvoir mettre en avant des pistes qui permettraient de faire des légumes et des fruits en fait qui seraient cultivés de manière hydroponique. Donc, personnellement, donc notre entreprise, Greenskin, en fait, qui est une entreprise de R&D en fait en biotechnologie verte, fait des murs et des toitures végétalisées en fait. Et donc je suis actuellement en cours de demande de brevet en fait concernant un système en fait qui concerne l'agriculture urbaine. Et donc on est vraiment sur quelque chose en fait qui concerne la culture de fruits et de légumes à la verticale, donc et qui serait, on va dire, respectueuse en fait de la santé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour ce témoignage. Je ne vais pas alimenter le débat, sinon on va y prendre la semaine, mais ce sont des réflexions qui sont en cours et ce sont des réflexions qui doivent être portées par le plus grand nombre. À nos enjeux, à nous, c'est aussi faire apparaître de nouveaux acteurs, et faire apparaître de nouveaux acteurs, c'est aussi l'opportunité d'avoir plus de temps de cerveau disponible pour trouver des solutions. Merci beaucoup. On va vous libérer. Merci à tous d'avoir suivi cet échange. Je pense que d'ici le milieu de semaine prochaine, vous aurez les adhérents de Calitropique, les autres, je vous invite à adhérer. Vous aurez les communications spécifiques sur France 2030 territorialisées. Ceux qui sont impatients peuvent taper sur Google France 2030 régionalisée. Mais c'est bien aussi d'avoir la vision extérieure pour pouvoir commencer à réfléchir sur comment postuler et quel type de projet développer pour répondre pour mobiliser ces fonds. Je vous remercie à tous et encore une fois, nous restons à votre disposition. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci également à vous. Merci, au revoir.